L'émission de tous les sports dans l'Oise, c'est Lundi Sport, présenté par Nassim Raoui sur Radio Mercure. Bonsoir à tous, très heureux de commencer la semaine en votre compagnie sur Radio Mercure. Nous sommes ensemble jusque 19h pour un nouveau numéro de Lundi Sport. Week-end parfait pour les footballeurs du département. Chambly en Ligue 2 remporte une superbe victoire qui lui permet de sortir de la zone rouge. Et Beauvais en National 3 gagne en fin de match et se rapproche de la tête du classement. Le Bouc Volley reçu 5 sur 5, 5e victoire en 5 matchs de National 2 pour les Beauvaisiens, pourtant décimés par les blessures. Vous entendrez la joie du coach brésilien Marquinhos dans quelques minutes. Comme d'habitude, vous retrouverez vos chroniques préférées, l'interview téléphonique, la causerie d'après-match, le coup de cœur, coup de griffe, le club partenaire et le quiz. Ce soir, effectif réduit autour de cette table puisque Christophe et Lucas sont partis faire des essais dans d'autres clubs. Clément Martin, lui, est bien avec nous. Salut Clément. Fidèle au poste. Bonsoir Nassim, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et en face de toi, Olivier Schwartz, toujours présent. Salut Olivier. Salut Nassim et salutations à tous mes vrais gens. Moi, je ne fais pas d'essai, je signe directement. On est parti pour une heure de direct sur le 93 FM, radiomercure.fr et en Facebook Live. Messieurs, pour lancer cette émission, je vous propose d'ouvrir notre grande page football. Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas commencer par la Ligue 2 ni même par le National 3, mais par le Régional 1. Et pour en parler, notre invité par téléphone est l'entraîneur de Chantilly, leader de la poule B de ce championnat. Bonsoir Yacoub Yassine. Salut les gars. Alors hier après-midi au Stade des Bourgognes, votre équipe a battu Compiègne 2-0 dans un derby de l'Oise. Quelle analyse vous faites de cette rencontre, Yacoub ? Un match maîtrisé, une victoire logique. On a dominé en grande partie le match. On a su se créer pas mal d'occasions et au bout du compte, le résultat est logique. Voilà. Un résultat logique, donc face à Compiègne, 2-0. Les buteurs, El Farissi ou Womat, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça Yacoub ? Ouais, c'est ça. Alors la saison dernière, on se rappelle, avait été cauchemardesque en National 3 avec une dernière place et une relégation logique. Là, après 9 journées de Régional 1, Chantilly est leader avec 7 victoires, 2 nuls, aucune défaite. Vous avez la meilleure attaque, Yacoub, et surtout déjà 5 points d'avance sur le deuxième. Est-ce que vous êtes vous-même surpris par ce super début de saison ? Surpris, non, pas surpris, parce que les joueurs... on a un groupe de qualité, ça travaille bien et les résultats sont plutôt mérités. Voilà, les résultats sont mérités. Donc non, pas surpris au vu du travail qui est fourni et au vu de la qualité des matchs qu'on a pu faire, non ? On l'avait dit ici sur ce plateau souvent avec Olivier et Clément, c'est vrai qu'il va falloir digérer cette relégation en N3. Apparemment ça a été fait justement. Yacoub, vous êtes resté à la tête de cette équipe. Comment vous avez fait justement pour que finalement Chantilly puisse rebondir très rapidement comme cela ? On s'est posé les bonnes questions, on a essayé d'analyser avec lucidité les erreurs qui ont pu être faites. Voilà, on a changé pas mal de choses. Tout d'abord dans notre façon de jouer, dans le projet de jeu. Voilà, on était monté avec une équipe. Là, nous on monte, on a une équipe qui est très athlétique. Chantilly venait de se maintenir en R1. Moi, je reprends l'équipe. On avait une équipe athlétique basée sur beaucoup de jeux directs. Une équipe puissante. Donc en R1, en Picardie, alors qu'on jouait le maintien, on s'est retrouvé à monter en N3. On a voulu continuer dans ce sens-là en N3 et je pense qu'on s'est trompé. Un autre championnat, c'est d'autres qualités, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus vif. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne R1 Picardie. Et donc là, voilà, après la descente, on a fait l'analyse un petit peu de ça, on a changé pas mal de choses, on s'est séparé de 12 joueurs. On a recruté des profils un peu différents, des profils un peu plus techniques, plus vifs, plus toniques, un peu plus petits, mais qui correspondent un peu plus à un projet de jeu un peu plus offensif, avec une équipe qui cherche à avoir la possession, qui essaye de dominer le match, de jouer avec un certain charisme. Je pense que l'année en N3 nous a beaucoup servi. On s'est trompé sur pas mal de choses. On a essayé d'en tirer
des conclusions et on a changé pas mal de choses. Voilà. Quand on voit des clubs comme l'Olympique Marcois ou la réserve de Boulogne ou Amiens Nord, c'est d'autres styles et ça nous a fait du bien aussi de se confronter à ce genre d'équipe en N3 la saison dernière. Ouais, donc on voit, vous avez fait le bilan et pour l'instant, donc on l'a compris, ça se passe bien pour vous puisque voilà, je le répète, un Chantilly leader avec 5 points d'avance sur le deuxième. L'objectif, c'est la remontée immédiate en N3, Yacoub ? On veut monter nulle part, on veut juste continuer de travailler. Aujourd'hui, ça fait 9 journées, c'est quand même c'est un bon début. J'avais parlé d'un bon départ au bout de 3-4 matchs. Là, au bout de 9 journées, on peut dire que c'est un bon début de saison. Maintenant, le championnat, il est très très long. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer de travailler, essayer d'approfondir un peu les connexions entre les joueurs avec Nicolas Capelli, avec Vincent Second qui est avec moi sur l'équipe. Voilà, continuer à améliorer le projet de jeu, à progresser séance après séance. Voilà, le seul objectif là, c'est la séance qui a lieu dans 1h05, celle de mercredi, vendredi et le match à Saint-Amand. Et voilà, ça c'est le seul objectif aujourd'hui. On ne veut pas se projeter plus loin. Bon, on l'a compris, pas d'enflammade du côté de l'US Chantilly malgré ce très bon début de saison. Dimanche, ce sera un déplacement compliqué pour vous, Yacoub, du côté de Saint-Amand, qui est troisième du classement. D'ici la trêve hivernale qui approche, est-ce que vous êtes fixé une place, un nombre de points à prendre, un objectif là à moyen terme d'ici la trêve hivernale ? Non, honnêtement, on n'est pas dans des calculs. Honnêtement, on est plus dans, comme je vous dis, de vouloir progresser, d'analyser les matchs, de voir qu'est-ce qu'on peut mieux faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui va un peu moins. On prend vraiment match après match, séance après séance, semaine après semaine. Voilà, c'est ça qui nous passionne. Aujourd'hui, c'est dur de dire qui va monter en N3, qui va descendre, qui va monter en N2. Quand on voit aussi le championnat national 3, il y a pas mal de surprises. Vimy, Marc qui est premier, deuxième. Je pense qu'aujourd'hui c'est impossible de faire des pronostics Donc moi en tant qu'entraîneur, ce qui m'intéresse c'est le terrain. Je suis passionné avec mon staff par le terrain, par le fait de diagnostiquer, de voir ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut l'améliorer. Et on est vraiment concentré là-dessus. On perd pas d'énergie sur d'autres choses qui pour moi seraient inutiles. Yacoub, il y a Clément qui vous écoute religieusement depuis tout à l'heure et qui a une question, une remarque peut-être, Clément ? Ouais, déjà félicitations parce que quand on vit une saison un peu cauchemardesque comme vous avez vécu la saison passée avec Chantilly et que on rebondit aussi rapidement, il y a beaucoup de clubs, je pense, qui se seraient effondrés dans la lignée de ce qui s'est passé. Et heureusement, vous avez parfaitement relevé la tête, donc félicitations pour ça. Et j'ai une petite question. Moi, je dis souvent que le Régional 1 est amené à devenir une National 3 un peu bis. Et je me trompe ou j'ai raison ? Non, tu as complètement raison. Je te rejoins complètement. Le niveau est pour moi largement supérieur à celui qu'on a pu connaître il y a 2 ans, l'année où on monte. C'est pour ça que j'avais beaucoup insisté aussi en fin de saison sur les moyens. On a nous une part de responsabilité, le staff, les joueurs clairement, mais le club, c'est tout un club qui doit se structurer, qui doit être capable d'exister. Et c'est pour ça que la condition pour repartir, c'était aussi que on ait certains moyens qui nous permettent de travailler, d'exister. Et c'est pour ça que j'en profite pour remercier aussi les personnes qui œuvrent un peu dans l'ombre au club et qui nous ont donné cette confiance, qui ont travaillé dur pour aussi nous permettre de pouvoir repartir avec certains moyens aussi. Voilà. Donc des mecs comme Johan Barbeau, le manager général, Monsieur Mbaye, et d'autres qui nous soutiennent et qui nous accompagnent tout au long des week-ends. Voilà. C'est vraiment un club qui, comme tu dis, c'est dur de repartir la saison d'après. Il y en a beaucoup qui nous ont dit attention, l'année la plus dure, c'est pas celle-ci, c'est celle qui arrive. Donc celle dans laquelle on est. On n'a pas été beaucoup à y croire, on a été courageux, on a travaillé. Et aujourd'hui, ça part bien, donc on espère vivre une saison tranquille, sereine et de transition qui nous permet de construire pour la suite. Bon, en tout cas, on a bien compris que ça se passait bien pour l'instant pour vous du côté de l'US Chantilly et pourquoi pas arriver peut-être même mieux qu'une saison de transition, évidemment, quand on est premier avec 5 points d'avance après 9 journées. Là, je parle pour nous, les observateurs un peu plus lointains. Forcément, on se prend à rêver d'une remontée immédiate de l'US Chantilly en N3. Merci Yacoub et bonne séance d'entraînement. Donc, puisqu'on l'a compris, d'ici 1 heure, vous serez sur le terrain à coacher vos joueurs. Merci à tous, merci. Au revoir, merci. Bonne émission à vous. Merci. Salut.
Voilà, si vous nous rejoignez en direct sur Radio Mercure, vous êtes bien dans l'Indisport et notre invité par téléphone était donc l'entraîneur de l'US Chantilly, Yacoub Yassine. Clément, il lui a posé une question. Olivier, je sais que c'est un coach que tu apprécies. Finalement, ce qu'il faut aussi saluer, c'est peut-être le courage des dirigeants cantiliens qui l'ont prolongé malgré cette saison catastrophe où finalement le plus simple ça aurait peut-être été de foutre tout le monde dehors. En tout cas, c'est souvent ce qui se passe dans un club de foot. Moi, c'est vrai que c'est un entraîneur que j'apprécie parce que, en fait, j'ai discuté avec pas mal d'entraîneurs dans ma vie, des entraîneurs avec qui j'attendais de rencontrer pour discuter avec eux. Il y en a beaucoup qui m'ont déçu. J'avais une bonne image d'eux et quand j'ai discuté avec eux, je me suis rendu compte qu'en fait, leur discours était décevant. Et lui, c'est le contraire. Lui, il m'a plutôt surpris. Les 2-3 fois où j'ai discuté avec lui, j'ai toujours bien aimé son discours. Et les dirigeants cantiliens ont eu la bonne idée. Ils ont fait une chose que personne ne fait, c'est qu'ils ont gardé un entraîneur quand ça va pas. Et moi, je pense que dans le football, quand ça va pas, il faut garder l'entraîneur et c'est quand ça va bien qu'il faut le virer. Personne ne fait ça et moi je prends toujours l'exemple de Zidane au Real. Zidane, il aurait jamais dû revenir, il part sur 3 Champions League, il aurait dû s'arrêter là et rester là-dessus. Et pour moi c'est ça la meilleure des solutions. Il faut jamais attendre que le club aille mal pour licencier l'entraîneur. Les dirigeants de Chantilly se sont dit ça va pas, on le maintient et là on voit que ça commence à payer. Chantilly commence à renaître de ses cendres et j'espère que il y aura une bonne surprise à la fin de la saison pour Yassine Yacoub et pour Chantilly. Ouais, un point sur les résultats des autres équipes de l'Oise dans cette poule de Régional 1. Tous les clubs de l'Oise sont dans la même poule. Senlis a fait 0-0 du côté de Cambrai, c'était samedi. Et Nogent-sur-Oise a fait un partout à Guignicourt. Senlis est deuxième du classement, donc ça va bien en fait finalement pour les deux relégués oisiens de N3 puisqu'ils sont aujourd'hui aux 2 premières places de R1 et donc en course pour une remontée immédiate. En revanche, ça commence à être compliqué pour Compiègne qui est 8e et qui est surtout sur une dynamique très négative. Et puis que dire de Nogent qui est 14e et toujours dernier et très loin pour l'instant de la zone de maintien. Allez messieurs, je vous propose de refermer cette page régionale 1. On va remonter plusieurs étages plus haut dans le monde professionnel puisqu'on va ouvrir la page Ligue 2. Et oui, vendredi, après 2 mois et demi de disette et 8 matchs sans victoire, le FC Chambly a renoué avec le succès en Ligue 2. Les Camblisiens qui ont déjoué tous les pronostics et se sont largement imposés à 4-0 grâce à Florian David, Joachim Ekmayer, Anis Elriti et Anthony Soubervi. Pour le coach du FCCO Bruno Luzzi, le déclic, ça a été la Coupe de France et cette victoire 4-1 face à Beauvais N3 une semaine plus tôt. Bah oui, parce que voilà, on a renoué avec le succès la semaine dernière en Coupe de France. Moi, j'arrêtais pas de dire que c'est ce qu'il nous fallait. Donc les gens, vous avez battu une N3, bah j'y oui, mais quand vous regardez tous les Ligue 2 qui sortent contre les N3, ça doit être certainement difficile aussi parfois. Donc nous, en plus, c'était un derby. Voilà, à l'extérieur, donc c'est pas si évident que ça. On a gagné, et puis moi je l'ai vu cette semaine, il y avait des visages différents, apaisés. Parfois ça tient à rien, hein, une victoire en Coupe de France contre une Nationale 3. Ou une élimination sans gloire, et là par contre on aurait pu juste plonger dans des profondeurs abyssales. Pour autant, voilà, on s'est maintenu à flot, et puis bah, on est récompensé de tout ce qu'on a subi dernièrement ce soir de fort belle manière. Donc ça fait du bien, parce que c'est quand même pour un club comme Chambly un exploit de venir s'imposer de telle manière ici à l'Estac. Voilà, c'était donc Bruno Luzzi, l'entraîneur de Chambly, en conférence de presse officielle d'après-match. Grâce à cette victoire, le FCCO sort de la zone rouge et remonte à la 16e place du classement avec 2 points d'avance sur le premier relégable. Olivier, Clément, votre analyse de la situation ? Olivier, Clément, on avait parlé la semaine dernière, il avait dit que la Coupe de France c'était tout ou rien, donc soit, en l'occurrence ils ont gagné, donc forcément ça mène de la confiance, et il avait aussi dit qu'ils étaient capables d'aller faire un coup à 3, donc bravo pour ce pronostic. Là il y a des choses quand même intéressantes et à souligner, c'est qu'il marque 4 buts, c'est une grande première cette une première saison. En Ligue 2 en tout cas, ouais. À l'extérieur, donc faut pas, contre un club UP, Ouais. 3 de championnat, qui était 4e du donc classement. c'est pas à prendre à la légère, avec 4 buteurs différents, avec des buts dans le jeu, donc c'est des choses intéressantes, c'est un bel exploit et c'est des choses qu'il faudra j'ai envie de dire
reproduire s'ils veulent espérer se maintenir et prendre des points à domicile. Et moi, je suis persuadé qu'en ayant cet état d'esprit et en produisant ce genre de football, en reprenant des valeurs défensives comme ils ont pu faire, ils vont réussir à se maintenir. Alors pas haut la main, il faudra s'arracher jusqu'au dernier moment et jusqu'à la 95e minute de la 38e journée, mais moi je pense qu'ils peuvent, et je tiens le même discours depuis le début, même si la saison sera compliquée, ils arriveront à se maintenir en fin de saison. Juste, Olivier. Tu parles d'un exploit à 3 et moi j'ai un chiffre, c'est 5453. Vous savez ce que ça signifie? 5000 spectateurs. 5000. Non, c'est pas les spectateurs. C'est le nombre de jours. Là, que la dernière fois que l'Estac en a pris 5 à la maison, c'était il y a en 2004. C'était le 17 décembre 2004 contre Châteauroux. Ils avaient fait 5-5. Donc ça fait 15 ans en Ligue 2, parce qu'en Ligue 1 il y a déjà eu un 9-0 contre PSG, mais en Ligue 2 ça faisait 15 ans que les Stacks ils n'avaient pas pris 4 buts à la maison. Donc c'est pour vous dire l'exploit, comme tu dis, 3 c'est un grand club et avoir gagné 0-4 là-bas c'est un truc de malade. Faut quand même se rendre compte de ce qui a été fait. Et moi j'avais dit, alors je parlais je pensais qu'ils pouvaient faire un coup. J'avais dit Guingamp c'est la première étape du virage à 180 degrés qu'a mis en place Bruno Luzi. Ils en ont pris une et je trouvais ça normal qu'ils en prennent une, parce que quand tu changes comme ça tout d'un coup c'est normal qu'il y ait un accident. Contre Clermont ils se font voler, ils doivent faire match nul. Bon, moi c'était défaite nulle victoire, ils se font voler, pour moi ils doivent faire soit 0-0 soit 1-1, soit le but de Clermont n'est pas valable, soit Poplar méritait de marquer, enfin peu importe, en tout cas ça devait faire match nul. Et là ils vont gagner, donc on est dans on est dans le plan qu'a mis en place Bruno Lozzi, dans le plan maintien, et comment il a tout bon. Moi j'avais dit il faut que l'équipe tombe dans la zone rouge, ça a été fait, il fallait 2 déclics, il faut une victoire, et là la victoire maintenant ils l'ont. Pour moi ils sont tout bons, il a mis son 3-5-2, il était efficace parce que 3 jouait avec une seule pointe, et en plus une pointe qui est vraiment pas une Tousgar, c'est quand même pas du haut niveau, je veux dire, pas besoin d'avoir un bon attaquant de Ligue 2 Tousgar. Un Amiens, s'il a joué à Amiens, c'est pour ça que tu dis ça. Mais je veux dire pas la peine d'avoir 5 défenseurs pour stopper Tousgar. Ils ont laissé la possession, ils ont fait beaucoup de fautes, ils ont marqué 3 buts dans la surface. Non, pour moi là tout bon, ils ont tout bon, et faut bonifier ces points là face à l'AC Ajaccio vendredi, et ils repartiront dans le bon sens, et je pense qu'on oubliera vite ces 8 matchs critiques. Mais voilà, pour moi le plan fonctionne à merveille. Je m'attendais pas à ce qu'il fonctionne aussi bien, et j'espère que ça va continuer dans ce sens là. Ouais, justement vendredi, tu viens de le dire Olivier, Chambly reçoit l'AC Ajaccio au stade Pierre Brisson de Beauvais. Encore une fois un match contre un gros du championnat, puisque Ajaccio est tout simplement 3e à l'heure où l'on parle. Comment faut aborder cette rencontre face aux Corses, Clément? Alors, même si c'est une rencontre à domicile, là, je pense que on dit toujours, on change pas une équipe qui gagne. Donc, sauf en cas de blessure ou de suspension, je pense qu'on peut s'attendre à une composition un peu similaire par rapport à celle qu'on avait vue du côté de Troyes vendredi. Je pense qu'il faut continuer sur la même dynamique, et ils ont retrouvé de toute façon une solidité défensive. Ils avaient pris un but contre Clermont un peu litigieux, donc voilà, moi je pense qu'ils peuvent faire un coup contre Ajaccio, qui est une équipe qui, je sais pas trop comment ils se déplacent cette année, si leur résultat, j'ai pas tout suivi. C'est pas mal. Hein. Mais ça reste, les matchs d'Ajaccio cette saison, ça reste des scores assez étriqués, et des rencontres avec pas beaucoup d'écart au niveau du tableau d'affichage. J'ai pas eu le temps de regarder comment ils jouaient, je le ferai dans la semaine, mais je sais qu'ils ont plus de difficultés cette année à domicile, ce qui est bizarre en général pour les clubs corses. Mais moi, je suis convaincu que si Chambly met les mêmes ingrédients que face à l'Estac à domicile, en plus je pense que du coup il y aura un peu plus de monde au stade, parce que la victoire a fait parler, à mon avis ça va attirer du monde. Si les gens poussent derrière le FC Chambly, ils peuvent bonifier cette victoire face à l'Estac. En tout cas il faut au moins prendre un point, parce que ce serait dommage de perdre à domicile après avoir fait un exploit retentissant comme celui-là. Il faut absolument le bonifier en prenant au moins un point face à la CA, qui est une place forte de Ligue 2, et d'ailleurs c'est la dernière équipe à avoir gagné 0-4 à 3. C'était l'AC Ajaccio. C'était en 98. Comme quoi, il y a des signes. Il ne faut pas oublier que, alors même si ça reste une nationale droite, 3, on l'a dit, il reste quand même sur 8 buts marqués en 2 matchs. Donc ça doit être même une grande première, je pense, à part les années CFA
du côté de Chambly, et ça et en plus 4 buteurs différents, dont des milieux défensifs, donc c'est intéressant de voir qu'il y a des joueurs même défensifs qui marquent dans cette équipe. Et puis alors, je compte pas le but sur coup franc, mais les 3 autres buts sont des buts, le ballon rentre dans la surface, il y a des centres, il y a des actions de jeu, ils ont tiré 13 fois au but, ils en ont pas cadré un. Donc en fait ils auraient pu Chambly aurait pu jouer sans gardien, pour vous dire la maladresse des attaquants troyens, mais on voit quand même qu'il s'est passé quelque chose. Il y a chaque attaque Chambly, ils ont tiré, je crois que c'est 6 fois. 7 tirs, 6 cadrés, 4 buts. Donc ça veut dire que chaque attaque faisait mal, chaque tir était fait pour marquer. Et si ils ont cette détermination là, pour moi ça passe face à la CA. La CA a déjà été mis en difficulté, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Bon, l'information aussi qu'on a eue cette semaine, qui justement prend une dimension particulière pour ce match face à la CA Ajaccio, puisqu'elle concerne Benjamin Santelli, qui est le Corse de cet effectif du FC Chambly. La semaine dernière, on avait dit rupture partielle du ligament croisé du genou, 3 mois d'absence. Finalement, après des examens plus approfondis, il y a une nouvelle communication de la part du FC Chambly en début de semaine dernière. Et donc, on a appris finalement que la saison était terminée pour Benjamin Santelli, qui finalement devait quand même se faire opérer. Donc là aussi, c'est un coup dur pour le FC Chambly, mais qu'a montré notamment à Troyes qu'ils étaient capables de trouver d'autres ressources. Chambly-Ajaccio, ce sera un match comme d'habitude évidemment à vivre en direct et en intégralité sur Radio Mercure vendredi à partir de 19h45. On le commentera avec Christophe Prudhomme et moi-même, et je vous invite toute la semaine à écouter Radio Mercure pour pouvoir gagner vos places, puisqu'on va vous en faire gagner régulièrement. Allez messieurs, on va refermer cette page Ligue 2 pour redescendre 3 échelons plus bas en National 3. Puisque samedi, l'ASBO en N3 donc a battu le Portel au stade Pierre-Brisson 3-1 grâce à Franck Dutruge et à un doublé d'Alassane Traoré dans les 10 dernières minutes du match. Les Beauvaisiens qui n'ont pourtant pas forcément livré une grande prestation, comme nous l'explique leur entraîneur Sébastien Dailly. Satisfait d'avoir gagné parce qu'on sait que c'est important. Voilà, je pense aussi peut-être qu'on a défensivement on était un peu à la rue quand même, il faut le signaler. Ça arrive rarement, mais c'est arrivé aujourd'hui, et peut-être que c'est aussi dû au fait que la semaine dernière on ait joué un match contre une équipe de 2e division, quoi. Donc peut-être qu'en termes de concentration, d'intensité, peut-être que ça a laissé des traces. Maintenant, il faut louer les valeurs quand même de cette équipe-là qui est allée chercher la victoire, même si on n'était pas dans un grand jour. Voilà, Sébastien Dailly donc au micro de Radio Mercure. Au classement, Beauvais monte à la 5e place à 4 points du nouveau leader Marc-en-Barœul, où l'ASBO se rend d'ailleurs samedi. Vous étiez tous les deux au match, messieurs. Là aussi, votre analyse de cette rencontre. Alors Olivier, pour commencer. Quand Sébastien Dailly parle de difficultés défensives, c'est vrai qu'il y a eu des grosses défaillances défensives côté beauvaisienne, mais pour moi Beauvais, ils prennent leur but sur coup de pied arrêté, donc ça veut dire que dans le jeu coup franc direct. Il y a quand même une solidité, mais c'est vrai qu'il y a eu des ballons aériens où je vais pas citer de nom, mais les défenseurs se font lober de la tête. Je veux dire, c'est quand même des choses qu'on devrait pas voir à ce niveau-là. Normalement tu dois pas il y a une balle de Portel à une balle de 2-1 juste parce qu'un défenseur rate complètement sa tête, et ça peut faire très mal si jamais tu passes au travers de cette façon-là dans ce genre de rencontre. Après, il dit qu'il y a eu un gros passage à vide entre la 15e et la 45e, alors là où le Portel égalise, mais pour moi, il n'y a pas eu de passage à vide, parce que le Portel a mis le pied sur le ballon et a fait de la passe à 10 pendant 30 minutes, mais une passe à 10 stérile. Bon, ils égalisent sur un coup franc, donc un but qui vient un peu d'ailleurs, mais sinon, se faire des passes, d'accord, mais ça, pour moi, ça n'amène rien. Sinon, Sébastien Dailly a su s'adapter parce qu'il a changé son système au 3-5-2 mis en place par les nordistes pour les gêner, et on a vu qu'en fin de match, à force de pousser et d'y mettre de l'abnégation, les Beauvaisiens ont fini par gagner une victoire méritée. Elle aurait pu venir plus tôt, mais Beauvais a touché 2 fois le poteau et une fois la barre avant de mettre ses 2 derniers buts, donc effectivement il y a eu des situations. Ouais, mais voilà, pour moi il n'y a pas eu de Beauvais n'a pas été en dessous du Portel. Pour moi, Beauvais était quand même supérieur. Beauvais mérite de gagner, et si pareil, il faudra bonifier cette victoire en allant faire un résultat à marque pour se rapprocher de la première place, qui est, je rappelle, l'objectif du début de saison. Clément, est-ce que le début de saison raté des Beauvaisiens est totalement oublié désormais ? En fait, on est beaucoup dépendant du match en retard contre Chambly. Aujourd'hui, si on ne parle pas du match à Marc la semaine prochaine,
si tu prends pas de points contre Chambly, bah, tu joueras le milieu de tableau ou le ventre mou ou difficilement le haut de tableau, tandis que si tu gagnes contre Chambly, bah, tu reviens à un point du leader et là ça change vraiment tout. Après, concernant ce match, c'est vrai qu'on a vu quand même une première mi-temps, je trouve, un peu sans intérêt, où il se passait pas grand-chose, et une belle deuxième mi-temps avec pas mal d'occasions, mais j'ai longtemps cru qu'ils allaient jamais réussir à marquer. Tu l'as dit, les poteaux, le face-à-face de Dutruge légèrement à côté. Et j'ai longtemps pensé qu'on allait se diriger vers un match nul. Je pense qu'à bout d'un moment, je me suis dit, ils pourront jouer toute la nuit, ils n'arriveront jamais à marquer. Et au final, ils ont réussi à marquer 2 jolis buts. Donc c'est bien d'avoir réagi, parce que c'est pas toujours facile quand tu prends 4-1 en coupe, peu importe l'adversaire. Ils l'ont parfaitement réussi. Et je pense que ce match de coupe va aussi beaucoup leur servir pour la saison. Ouais, à noter le coaching gagnant aussi de Seb Dailly, qui a fait rentrer Alassane Traoré à 20 minutes de la fin, et c'est lui qui a donné la victoire avec 2 buts. Nul doute qu'on devrait peut-être le revoir rapidement comme titulaire, l'attaquant guinéen arrivé de Grande-Synthe cet été. Donc on l'a dit, le prochain rendez-vous pour l'SBO, c'est tout simplement un gros défi face au leader Marc Ambarel. C'est un match qui était prévu d'abord dimanche à 14h30, finalement il a avancé à samedi à 20h. Marc qui, comme Beauvais, est premier mais avec un match de moins. Donc là aussi les Beauvaisiens seraient bien inspirés d'aller faire un résultat à Marc et voire de gagner vu l'ambition de monter en N2. Je pense qu'il y a malheureusement pas trop le choix. Du coup, ce qui donne un classement finalement plus lisible que ce que je pouvais penser, parce que les relégables ont tous 9 matchs et le premier a 9 matchs, et comme Beauvais, donc Beauvais peut quand même se positionner, voit à peu près où il en est, quoi. Je veux dire, ils ont tous les équipes qui ont 10 matchs, je veux dire, pour moi n'intéressent pas vraiment l'SBO pour le moment. Et comment, donc en fait, peu importe le match de Chambly, peu importe ce qui se fera face à Chambly, je veux dire, face à Chambly B, c'est même du bonus, ce qui compte, c'est d'aller faire un coup il faut faire un coup à Marc, ce qui va pas être facile. Ouais. Marc qui est invaincu cette saison. En plus dans un contexte là-bas, c'est dans la banlieue lilloise, enfin bon, ça va pas être simple pour rattraper ce début de saison, pas raté, mais on va dire poussif, plus que poussif pour un prétendant à la montée. Et puisque justement on parle de Chambly B avec ce match en retard, donc entre Beauvais et Chambly B, qui a d'ailleurs été fixé au samedi 7 décembre à 18h à Pierre-Brisson, donc dans 15 jours. Ça va mieux justement pour les réservistes camblisiens, messieurs, dans cette même poule de National 3. Ils sont allés gagner à Arras 1-0 sur un terrain où il n'est jamais facile de s'imposer grâce à une réalisation de Marvin Gérand. Chambly B qui monte à la 12e place du classement, qui est toujours relégable, mais qui revient à 2 points du maintien. Donc finalement, Olivier, depuis le début de la saison, il parle d'un coup de collier de Chambly B. Ils sont en train de le mettre, les hommes de Jean-Charles Beckland. Et bizarrement, quand la première gagne, la B gagne. Donc c'est ce que je dis toujours dans un club, ça va de pair. Hein. Si la première va bien, la réserve va bien. Et là, on voit bien à Chambly, quand ça gagne à 3, le lendemain, ça gagne en N3. Donc voilà pour la Chambly B. Mais si on arrive au milieu de cette émission, on va passer à la pause musicale, un morceau qui nous a été aujourd'hui choisi par Olivier. Vas-y, je te laisse nous expliquer justement ce que c'est et nous le présenter, s'il te plaît. Je suis tombé dessus par hasard, et moi qui suis un nostalgique du football des années 90, c'est un morceau qui a été fait par Thomas Touroud, je crois, qui est présenté sur Canal+ à une époque. Le FC Touroud, ouais, ça s'appelle officiellement. Et il parle, ça se fait je crois que c'est sur le site internet de SoFoot, et il parle des vieilles gloires de la Ligue 1 de la fin des années 90 et du début des années 2000. Et comme j'ai découvert le foot à cette période-là, j'ai trouvé ça marrant. Voilà. Donc on écoute tout de suite Fabrice Pancrate. Il est où mon foot à moi? Mon foot à moi, j'en peux plus des filtres Insta. Ils sont où? Ofilouma ou Lida, Pascal Nouma et Rabé Sandra Tana. Fais-moi la bise à la Fabrice Pancrate. Fabrice Pancrate, fais-moi la bise à la Fabrice Pancrate. Fabrice Pancrate, fais-moi la bise à la Fabrice Pancrate. Du Mosers et du Lashers, Mathieu Boudmers, Key Blinders, moi tous ces joueurs, Faux Bonders, 400 Bonders, 600 Bonders. Louis, Doula, peroxydé comme Uboya, Johnou, Taka, la baguette Veirua, DJ, Drogba, Colter, Scassers, Nanda. Saucisse frites, c'est mon karma, j'arrive au club en Bermuda. Fabrice Pancrate, il est où mon foot à moi? Mon foot à moi, j'en peux plus des filtres Insta. Ils sont où? Ofilouma ou Lida, Pascal Nouma et Rabé Sandra Tana. Fais-moi la bise à la Fabrice Pancrate. Fabrice Pancrate, fais-moi la bise à la Fabrice Pancrate. Fabrice Pancrate, fais-moi
fais-moi la bise à la Fabrice Pancrate. Du Mother, et du Lashers, Mathieu Boudmers, Ricky Blinders, pas tous les joueurs, faut Bonders, 400 Bonders, 600 Bonders. Vas-y, fais-moi une bise. Bon, on lui fait la bise à Touroud en direct sur Radio Mercure. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans Lundi Sport. Yann Lachuire. Pour la deuxième partie de cette émission avec donc Olivier et Clément. Et je vous propose tout de suite d'enchaîner, messieurs, avec la causerie d'après-match. Les réactions à chaud des coachs et des joueurs. Ce soir, tout marchait, donc ce soir, j'étais un aimant à ballon. Et c'est ça qui fait plus mal. C'est ça qui fait beaucoup plus mal. C'est la causerie d'après-match dans Lundi Sport. Mais après, vous savez, c'est dans la tête. Il va falloir rien lâcher, c'est tout. Samedi à la salle Pierre de Coubertin, le Bouc Volley a battu le Vésinet 3-7-1, enchaînant une 5e victoire en autant de matchs cette saison en National 2. Pourtant, les Beauvaisiens ont dû jouer ce match sans passeur de métier, puisque le titulaire Nikolov s'est blessé à la cheville la veille et que son remplaçant Levasseur souffrait du bras. C'est donc le deuxième libéro du club, Kenan Demirjurek, qui a dû réguler le jeu avec brio, si l'on en croit son coach brésilien Marquinhos. C'est le stade de match. Hein. Ouais. La victoire, ça sert à lui. Il y a eu beaucoup de pression pour faire ce match-là. Ouais. Jamais s'entraîner à la passe. Un match difficile à la maison contre une équipe qui aussi joue le haut du tableau. Ouais. C'était pas évident du tout. Mais dans le vestiaire, je leur dis, c'est sans pression. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et aujourd'hui, il faut montrer la force et le caractère de ce groupe. On a montré. Voilà Marquinhos, l'entraîneur brésilien du Bouc Volley au micro de Radio Mercure. Le Bouc Volley qui est toujours deuxième du classement de National 2, un petit point du leader Bélin. C'est vrai que ça fait plaisir pour Kenan Demirjurek, un joueur qu'on connaît bien ici sur Radio Mercure, qui a longtemps évolué dans l'ombre notamment de son petit frère Okan, qui était libéraux titulaire du Bouc ces 2 dernières saisons et qui avait commencé à seulement 14 ans, on se rappelle, au haut niveau, qui évolue désormais du côté du centre de formation de Cannes. Voilà, c'est un petit jeune aussi que j'ai personnellement connu très très tôt, notamment dans le quartier Argentine. C'est un vrai Beauvaisien qui est de Beauvais, qui est du cru et qui a fait toutes ses classes de volleyeur au Bouc Volley. Donc voilà, il a très très peu de temps de jeu dans cette équipe depuis 2-3 ans, et c'est vrai que là d'avoir ce match comme titulaire à la passe à un poste qui n'est pas le sien, c'était pas forcément évident, c'était pas un cadeau, et il a su brillamment s'en sortir. Donc voilà, c'était important aussi de lui faire cette petite dédicace, surtout pour préciser pour les gens qui ne sont pas forcément experts que passeur, c'est tout simplement, je pense, le poste le plus important du volley, puisque c'est le seul joueur sur le terrain qui touche la balle ou qui est censé la toucher à chaque échange, puisqu'à chaque fois il y a une réception, le passeur qui vient distribuer le jeu et ensuite l'attaquant. Donc voilà un petit coup de chapeau à Kenan. Clément, tu étais au match notamment, qu'est-ce que tu peux nous dire également sur cette rencontre ? Bah moi je me suis pas rendu compte tout de suite de l'absence du passeur titulaire, donc ça prouve qu'il a fait. C'est bon signe. Je m'en suis rendu compte au milieu du 2e set en fait. Donc ça prouve qu'il a fait un match qu'il a été à niveau et qu'il a parfaitement remplacé son collègue. Après c'est vrai qu'il y a de grosses valeurs dans cette équipe. Je pense notamment au 2e set où ils sont menés 24-19 ou 24-20. Et ils arrivent à revenir, même passer devant 25-24, et ça c'est aussi à souligner, même s'ils perdent le set. Donc voilà, c'est une victoire importante qui permet de rester, de coller à la tête, et voilà, c'est une bonne chose, et j'espère qu'il y aura un mano à mano avec cette équipe qui est leader jusqu'à la fin de cette saison. Ouais, une victoire face au 4e du classement, une équipe avec beaucoup d'étrangers, et notamment l'ancien pointu du Bouc Volley en élite il y a 2 ans, Norman Netkov. Donc voilà, c'est une vraie victoire, une vraie belle victoire importante de la part des Beauvaisiens. Olivier, sur le Bouc Volley. Parce qu'en fait, moi j'ai suivi la Liga pendant 15 ans, donc c'est pas le même niveau, mais la N2 c'est quand même c'est un niveau relativement sérieux. Ouais, oui, quand et même. Comme tu dis, en Liga, quand Beauvais se trompait sur le passeur, en général Beauvais faisait une mauvaise saison parce que c'est vraiment le poste clé, c'est le poste peut-être le plus important dans une équipe de volley. Et voir un joueur qui n'est pas passeur à la base performer et faire gagner son équipe 3-1, ça veut dire qu'on est peut-être face à une révélation, face à quelqu'un qu'on soupçonnait pas d'être aussi bon volleyeur. Et c'est une bonne nouvelle pour le Bouc Volley, c'est une bonne nouvelle qu'ils soient invaincus, qu'ils soient toujours dans la course pour la montée, parce que c'est vrai que nous on est des nostalgiques de la grande époque, et j'espère
au moins les revoir à moyen terme en N1, voire Ligue B, pour retrouver le professionnalisme. Et voilà, moi j'aimais bien le petit frère de Mirek, là, le libéraux, parce que Okan, ouais, je confondais toujours dans les prénoms, mais que je trouvais quand même pour son âge relativement intéressant. Et de savoir que le grand frère est capable de faire des performances comme ça, ça fait plaisir, surtout quand on sait que c'est des Beauvaisiens qui sont originaires de la ZUP. C'est vraiment des bonnes nouvelles, et j'espère qu'on aura une montée à la fin de la saison. Ce serait bien pour le sport beauvaisien. Ouais, pour monter, on rappelle le principe, ça va pas être évident. Déjà, il faut terminer premier de la phase régulière, donc il n'y a pas le choix, il n'y aura pas une meilleure deuxième ou quoi. Il faut terminer premier devant Bélin. Et ensuite, même en terminant premier, ce sera pas forcément une montée directe, puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a 5 poules de National 2 et il y a que 4 équipes qui vont monter en élite. Et donc, il y aura un Final 5 en fin de saison avec sur un week-end a priori les 5 équipes réunies qui vont s'affronter entre elles, et donc il y aura un qui sera entre guillemets à la place du con, qui aura terminé premier d'une poule et qui montera pas, donc il y aura ensuite 4 chances sur 5 de monter en élite. Donc voilà, il va falloir encore cravacher du côté du Bouc-Volet, il faudra pas perdre de points en route, donc voilà, il faudra être capable de réitérer ce genre de performance très régulièrement. Ce week-end, gros match, un déplacement chez le 3e, la réserve de Tourcoing. Donc là aussi, on va avoir rapidement des réponses. Et encore l'occasion de mettre un concurrent direct à un nombre de points assez intéressant. Et le premier, justement, Belin, va au Vésinet, l'adversaire du Bouc, où on a vu, c'est une équipe quand même qui a des qualités, avec notamment pas mal de joueurs de l'Est et d'anciens professionnels. Donc toujours redoutable. Jouer la réserve de Tourcoing, c'est comme quand l'SBO joue la réserve d'Amiens, quoi. Ça fait bizarre parce que avant c'était Beauvais-Tourcoing en Liga, et Tourcoing c'était une place forte du volley français, et enfin on espère qu'il y aura des jours meilleurs pour le Bouc-Volley aussi. Tourcoing qui a connu aussi une période un peu. Ils ont une période descendu en Ligue B. Là il y a pas longtemps. Ouais, mais dans les années où le Bouc-Volley était en Liga, c'était avec Tours, Poitiers. Au début c'était une place forte. C'était la grosse équipe, l'une des grosses équipes de Pro A. À l'époque ça s'appelait Pro A. Voilà pour la causerie d'après-match, messieurs. Je vous propose tout de suite d'enchaîner avec votre rubrique, c'est le coup de cœur, coup de griffe. Coup de cœur. C'est de toute beauté. Coup de griffe. Ça pue. On va commencer avec toi, Clément, et on va rester dans le volleyball, et on va rester sur le sujet du Bouc-Volley avec ton coup de griffe. C'est surtout une mauvaise nouvelle, c'est surtout un coup de tristesse, j'ai envie de dire, un hommage, puisqu'on a appris encore une fois le décès d'un des membres des Bouquetins, le club de supporters. Ouais, c'est le deuxième malheureusement en peu de temps, en moins d'un an, je crois. Après le président. Après le président, c'est cette fois-ci Gérard Niquez, qui est Bouquetin, qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 70 ans. Je sais qu'il était investi dans beaucoup de choses, notamment où il était aussi, il faisait partie des amis des Fêtes Jeunes Hachette, donc il participait aux Fêtes Jeunes Hachette. Très investi dans la vie locale, beauvaisienne. Donc c'est une grosse perte à la fois pour les Bouquetins, pour sa famille, pour ses amis, et aussi pour la vie beauvaisienne. Ouais, donc voilà un hommage de la part de Radio Mercure à Gérard Niquez, et évidemment nous présentons à la famille, aux amis, aux proches nos plus sincères condoléances. Les Bouquetins, voilà, c'est vrai que c'est un groupe de supporters qui est quand même endeuillé là 2 fois très très rapidement. À noter quand même leur fidélité, puisque le club est tombé quand même de 3 divs d'un coup de Liga en N2 il y a quelques années pour des raisons administratives et financières, et ils sont toujours là, présents au poste. Alors peut-être moins nombreux évidemment qu'à l'Hélice-Passe, mais il y a toujours quand même un noyau d'une quinzaine, une vingtaine de supporters, et qui font aussi surtout tous les déplacements. Ils sont partout, et il y a des sacrés déplacements, hein. Des fois ça va dans l'Est de la France, etc. Pour de la N2, un dimanche, il faut quand même le faire. Et donc, c'est aussi certainement grâce à ces gens-là un jour que le Bouc réussira à remonter au haut niveau. On va cette fois-ci parler de rugby avec toi, Clément, et le sans faute continue pour le RCC. Ouais. Toujours leader et toujours invaincu après sa victoire 28-7 face au... 28-27. 28-27, pardon, face à Soissons. C'est un véritable derby, hein. Alors même si on vient pas du même département. Ouais. Oui, mais pour eux, c'est un vrai derby à Compiègne. Ouais, parce que j'ai vécu 4 ans à Compiègne et 1 an à Soissons, et comme tu dis, t'as les petits villages, là, Trollibreuil, tout ça à traverser, mais tu y es en 20-25 minutes, et c'est un vrai derby. Ouais, et pour le coup, c'est vrai qu'ils s'affrontent quasiment tous les ans, et c'est vrai qu'à Compiègne, pour avoir déjà parlé avec des membres du RCC, c'est le vrai derby, le derby contre Soissons. Et encore une fois, c'est en fin de match, hein, c'est à la 82e sur une pénalité que Compiègne a fait la différence. Donc depuis le début de la saison, ça a souvent été ric-rac, mais c'est toujours pour l'instant dans le bon sens. Ça fait preuve de réussite, et voilà. Ils sont évidemment leaders du classement et bien partis pour essayer de remonter en Fédéral 2. C'est tout ce qu'on leur souhaite à nos amis du Rugby Club
club compiègnois. Merci Clément pour ton coup de cœur, coup de griffe. On va parler de celui d'Olivier. On va commencer par le coup de griffe Olivier. On va parler de handball et une défaite qui peut faire mal peut-être dans l'objectif de monter. Dis-nous tout. Ouais, c'est l'Entente du Tel qui a perdu dans sa salle 22-29 face à l'Entente Plaiséenne Handball. Mais malgré tout, ils sont quand même 4e au classement avec 17 points, 5 victoires, 2 défaites, donc c'est un bilan quand même honorable et ils sont toujours bien ancrés dans le top 5 de leur championnat. Ouais, leur objectif, on se rappelle, on avait eu Vincent Anclair, l'entraîneur adjoint au téléphone, c'est clairement la montée en N2 cette année. Il faut terminer dans les 2 premiers, donc il ne faudra pas laisser trop de points comme ça en route, pas perdre trop de matchs, puisqu'on sait que voilà, une montée dans ces divisions-là, ça se joue parfois à 1-2 défaites maximum dans une saison et surtout face aux concurrents directs comme là l'Entente Plesseine qui est premier à la maison. C'est des matchs qui sont importants aussi de gagner. Ce qu'on leur souhaite évidemment, c'est de relever la tête très rapidement et de réussir à atteindre leur objectif. Et enfin ton coup de cœur Olivier, c'est je crois d'ailleurs la première fois cette saison que tu les mets, c'est tes anciens joueurs de la réserve de l'SBO que tu coachais encore en début de saison avant de prendre un peu de recul pour des raisons personnelles et professionnelles qui ont cartonné hier face à Amiens. Ouais, j'avais dit que je les mettrais en coup de cœur, parce que je leur avais promis, donc je vais le faire. Ils ont été gagnés 2-8. Bon, pareil, un score de babi. Mais bon, la victoire est là face à Amiens-Montier qui est dernier dans le championnat. Les Beauvaisiens, eux, sont 2e, 18 points, 6 victoires, 1 défaite. Et ils ont toujours 5 points d'avance sur le 3e, la Montois. Et j'en profite pour passer un coucou à Brandon Watteau, parce que j'avais dit que je parlerais de lui. Et voilà, je le mets en avant à la radio, comme ça, ça peut créer un buzz qui fait qu'un jour il peut être intégré au groupe N3, puis peut-être un jour passer pro. Et s'il passe pro, bien sûr, ce sera moi l'agent, ce sera moi qui prendra la commission. Ça, il m'a donné sa parole, donc voilà, je lui fais un petit clin d'œil. Ouais, et Radio Mercure pourra prendre un petit pourcentage bien du coup sûr. Comme intermédiaire. Tout le monde aura sa part. On mangera tous, c'est ça. Voilà, exactement. On mangera tous grâce à Brandon. Voilà. Évidemment, on lui fait un coucou et on te le souhaite. Eh bien, merci Olivier, et là aussi en souhaitant que la réserve puisse remonter rapidement en Régional 2. Merci messieurs pour vos coups de cœur, coups de griffe. On enchaîne tout de suite avec le club partenaire. Mais tu es mon fuyot, je t'aime, je suis fier de ton réussissement. Allez, toujours à propos de l'SBO, à signaler cette fois-ci la défaite malheureusement des filles qui évoluent en Régional 1, la défaite au premier tour fédéral de la Coupe de France. Les Beauvaisiennes affrontaient une équipe du même niveau qu'eux, de R1, Valenciennes, mais qui est devant elles au classement. Elles ont perdu 5-1 dans le Hainaut, les filles de Kader Sanoun, et donc l'aventure Coupe de France est terminée pour elles. Maintenant, elles vont pouvoir se concentrer à 100% sur le championnat, où l'objectif est d'aller décrocher une des 2 premières places pour pourquoi pas jouer un barrage pour la montée en fin de saison. En Division 2, les Beauvaisiennes, elles sont 5e ou 6e en Régional 1. Tout à l'heure, on parlait de rugby avec le RCC, avec toi Clément, dans ton coup de cœur. À noter cette fois-ci aussi la belle victoire du BRC à Gennevilliers, 15-9 en Fédéral 2. Gennevilliers, c'est une équipe qui avait battu 2 fois le BRC la saison dernière. Ils réussissent difficilement historiquement là-bas, donc c'est une victoire importante, même s'il n'y a pas le bonus offensif. Le BRC qui est 2e toujours de Fédéral 2 avec 8 points d'avance sur le 3e. Donc là vraiment une belle différence. On garde plus la différence avec le 3e qu'avec le premier, puisque le plus important, c'est pas forcément terminer premier ou deuxième, mais c'est surtout terminer dans les 2 pour être qualifié directement pour les phases finales et affronter ensuite, avoir un tableau plus abordable pour jouer la montée en Fédéral 1. À noter à l'inverse que ça a été plus compliqué pour la réserve en Fédéral 2B, qui a pris elle 41-3, donc face au même adversaire à Gennevilliers, et la réserve est 7e. Tu voulais rajouter quelque chose, Olivier, non ? Non, c'est ce que je dis, 8 points d'avance. Moi, c'est ce que je vais regarder jusqu'à la fin de la saison, parce que la différence, c'est le 3e. Moi, je veux les voir en Fédéral 1, et tant qu'ils auront cette avance-là, tout ira bien. Le Bouc Volley, on a parlé de l'équipe masculine tout à l'heure. Il y a aussi les filles qui évoluent cette saison et qui sont promues en National 3. Alors c'est compliqué le début de saison pour les Beauvaisiennes qui ont encore perdu malheureusement 3-7-0 cette fois-ci du côté de Torcy. Elles sont 10e au classement, les Beauvaisiennes, mais quelque part la chance qu'elles ont, c'est que malgré ce parcours pour l'instant compliqué, aucune victoire, elles n'ont pas encore gagné dans le championnat. Elles ne sont qu'à 1 point de la zone du maintien, donc elles sont quand même toujours en vie. Et justement, on note que dans le programme qui avait été distribué samedi lors du match des hommes, il y avait un message qui expliquait que les filles elles étaient en train de progresser et que le maintien était jouable. En tout cas, c'est ce qu'on estime du côté du Bouc Volley. C'est tout ce qu'on souhaite aux volleyeuses beauvaisiennes. Et puis enfin, un coup de chapeau aussi à nos amis du Compiègne Handball, pour qui ça va pas fort
en championnat, mais en revanche ça marche bien pour eux en Coupe de France. Ils sont toujours en lice en Coupe de France régionale. En handball, il y a une Coupe de France nationale, une Coupe de France régionale et une Coupe de France départementale, voilà, pour équilibrer les niveaux. Et bien en troisième tour de la Coupe de France régionale, nos amis des Lions du CHBC ont gagné face aux Sudoises handball 29-22, avec notamment 8 buts de Théophile R. Donc l'aventure continue pour eux dans cette compétition. Messieurs, on arrive déjà à la fin de cette émission qui est un peu plus courte que d'habitude, vous l'aurez compris, mais forcément en l'absence de Christophe, on n'a pas l'édito, on n'a pas l'appel à un anonyme, donc c'est une émission quelque peu rabotée. D'ailleurs, on en profite pour lui faire un coucou à notre ami Christophe qui est pour des raisons professionnelles du côté d'Orléans ce soir et qui nous écoute sur le live. Également Lucas qui nous écoute lui depuis la Pologne où il est en congé, on lui fait un coucou et surtout on lui dit de bien en profiter. Merci à vous deux messieurs d'être venus sur notre plateau. On rappelle les rendez-vous sport cette semaine sur l'antenne de Radio Mercure. Mercredi, le Mercure Football Club avec toute l'équipe pour notamment faire l'avant-match de ce Chambly-Ajaccio en Ligue 2 de l'SBO face à Marc-en-Barœul et puis débriefer tout le football aussi national et international. Le rendez-vous ensuite c'est vendredi en direct en intégralité sur Radio Mercure avec Christophe Prudhomme et moi-même. Le match de Domino's Ligue 2 entre Chambly et Ajaccio en direct du stade Pierre Brisson et toute la semaine vous pouvez gagner vos places en écoutant Radio Mercure et en vous connectant également sur nos réseaux sociaux. On remercie également Jean-Claude Saint-Paul qui s'occupe aujourd'hui de la technique et du Facebook Live. Bonne semaine à tous à l'écoute du 93 FM. L'émission de tous les sports dans l'Oise, c'est Lundi Sport, présentée par Nassim Raoui sur Radio Mercure.